Internet, aujourd'hui je vous arrive avec une histoire qui m'est demandée depuis plusieurs mois déjà et je parle jamais d'affaires récentes parce que souvent il n'y a pas assez d'informations, je dois faire genre 6 updates différents. Et pour ce qui est de cette histoire, écoutez, ça fait déjà 1 an et c'est vraiment fou les développements qu'il y a eu. Et bon, ben je vais faire cette vidéo et ça se peut qu'il y ait des développements après, je ferai une vidéo update, écoutez, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est assez important de partager cette histoire, écoutez, c'est vraiment triste et surprenant. Je raconte cette histoire vraiment humblement. J'espère ne pas me tromper dans les détails, mais écoutez, je fais vraiment du mieux que je peux pour rendre hommage à la personne dont je vais parler aujourd'hui. Restez là. Nous sommes à Gré-la-Ville, dans le département de la Haute-Saône. Nous sommes le samedi 28 octobre 2017 et il est présentement 9h du matin. Comme presque à chaque matin, Alexia Daval, de 29 ans, part faire son jogging matinal. C'est quelque chose qu'elle aime faire, elle aime aller courir et normalement elle part une 40aine de minutes et elle revient après. Qui est Alexia Daval? C'est une jeune femme de 29 ans qui travaille dans une banque. Elle est mariée à un certain Jonathan Daval depuis maintenant 2 ans, donc le mariage est récent, mais ça fait environ une dizaine d'années que le couple est ensemble. Alexia, c'est une fille de village. Depuis qu'elle est toute petite, elle vit à Gré-la-Ville et c'est un village qui a moins de 1000 habitants, fait que j'imagine que tout le monde se connaît ou à peu près. Les parents d'Alexia vivent aussi à Gré-la-Ville et sont assez connus dans le village parce que la mère fait partie du conseil municipal et les 2 parents sont propriétaires d'un café PMU. Moi, je savais pas c'était quoi, j'ai dû demander à mon amie française. Pour les Québécois qui doivent pas savoir c'est quoi, c'est comme un bar, si je ne me trompe pas. Tu peux faire des paris sportifs, c'est assez bien encadré là, mais c'est ça, c'est un café où tu peux boire de l'alcool et tu vas faire des paris. Et normalement, on m'a dit que dans un village, quand il y a un café PMU, c'est souvent le lieu de rencontre pour tous les gens du village. De ce que j'ai lu sur elle, Alexia semble être une fille assez sportive, elle aime nager, elle est très en forme, elle va faire son jogging assez régulièrement. Alexia, c'est une fille stable, ça fait plus de 10 ans qu'elle est en couple avec la même personne, elle est mariée, elle pense avoir un enfant bientôt, elle est facile à vivre, elle aime être heureuse, elle est souriante. Honnêtement, il n'y a rien de négatif à dire sur elle et il n'y a rien non plus qui va mal dans sa vie. Tout semble bien aller. Alexia, elle avait une personnalité... Comme toutes les jeunes filles d'aujourd'hui, elle était ouverte. Voilà, elle savait ce qu'elle voulait, elle savait où elle allait, elle faisait des choix dans sa vie, elle savait mener sa barque, comme on dit. Alexia part courir comme à l'habitude. Elle laisse son téléphone portable à la maison parce qu'elle ne veut pas s'encombrer. Moi, j'ai trouvé ça bizarre parce que je sais que mes amis qui courent beaucoup amènent toujours leur téléphone avec eux pour calculer leurs pas et tout, mais pour la musique plus spécialement. Mais bon, elle est partie sans son téléphone portable et Jonathan, son mari, est resté à la maison. Et là, ça fait 1 heure, 2 heures que Alexia est partie alors qu'elle était censée partir juste 40 minutes à peu près. Donc là, Jonathan s'inquiète. Comme elle a laissé son téléphone à la maison, il ne peut pas la rejoindre, donc il s'inquiète assez vite et il appelle les policiers à 12h15. Donc il a quand même agi vite. Si elle est partie à 9h du matin, elle serait supposée être rentrée à 10h. À 12h15, il appelle la police. Moi, ça me semble un délai assez raisonnable. Les gendarmes se mettent tout de suite sur l'affaire. On fait tout de suite un appel à témoins. Vers 15h la même journée, on retrouve un corps dans un village voisin à Velay. Eh bien écoutez, un corps, effectivement, selon des sources proches de l'enquête, a été retrouvé près de l'endroit où Alexia Daval a disparu depuis samedi. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que les parents se trouvent en ce moment même à la gendarmerie d'Agrec, car ils ont été convoqués par les gendarmes et ils s'entretiennent en ce moment avec le procureur. Le corps était caché sous des feuilles mortes, des branches, et il est en très mauvais état. Il est calciné complètement. On ne peut pas identifier la victime à première vue. Donc, on ne pense pas tout de suite à Alexia puisqu'on a retrouvé le corps à plusieurs kilomètres du parcours que faisait normalement la joggeuse. Donc on se dit, ça se peut que ça soit pas Alexia. Comme je dis, le corps est méconnaissable, mais on sait que c'est une personne qui est relativement jeune. C'est tout ce qu'on peut savoir sans faire d'autopsie. C'est vraiment inquiétant, j'imagine, pour les parents. On est samedi, on découvre le corps
et c'est seulement le jeudi suivant qu'on a les résultats de l'autopsie. J'imagine pas comment ça a dû être horrible attendre de samedi à jeudi pour savoir si c'est ta fille ou ta sœur ou ta femme qui est morte. Pendant ce temps-là, il y a des battues qui sont organisées. Il y a plus de 400 volontaires pour chercher Alexia. Il y a des plongeurs qui plongent dans le fleuve pour la chercher. Vraiment, là, on fouille tous les recoins du village, mais on ne trouve rien. Le jeudi qui vient, malheureusement, on découvre que le corps qui était calciné est bel et bien celui d'Alexia. Et là, on parle carrément d'un meurtre. On sait que c'est elle, mais là, on fait une autopsie un peu plus poussée pour savoir de quelle façon elle est morte et s'il y a des traces d'ADN du meurtrier. La famille d'Alexia est complètement dévastée. C'est qui ferait ça? Alexia, c'était une fille qui était aimée de tout le monde. Qui peut lui en vouloir à ce point-là pour la tuer de telle façon? Alexia aimait nager et courir, passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. La France entière est en deuil. On organise des marches et des minutes de silence un peu partout à travers le pays pour rendre hommage à Alexia Daval. Grâce à l'autopsie, on en apprend un petit peu plus sur la mort d'Alexia. On sait qu'elle a été violemment frappée à plusieurs reprises et elle a été étranglée. C'est ça qui a causé sa mort. Donc, on l'a brûlée après l'avoir tuée pour, j'imagine, cacher des preuves ou cacher des indices. On sait aussi qu'elle n'a pas été violée, donc ça nous amène à nous poser plus de questions parce que normalement, quand la victime est violée, ça peut être un inconnu qui la viole et la tue. Mais là, elle n'a pas été violée. Qui voudrait la tuer comme ça sans raison? C'est assez rare qu'il y ait des tueurs en série qui tuent justement comme ça sans raison. Est-ce qu'elle avait un ennemi qui lui voudrait du mal à ce point-là? C'est assez rare que des inconnus tuent une joggeuse comme ça au milieu de nulle part. Donc on est en train de se demander si ça serait pas un de ses proches. Je comprends pas les gens qui puissent faire des choses comme ça et puis je plains la famille et puis tout l'entourage, c'est vraiment un drame. Oui, c'est dur pour moi, ils habitent à côté, quoi. Donc, connaissant les parents et puis son oncle, hein, je connais très très bien son oncle, et c'est difficile, c'est très fréquenté. Hein. Les policiers sont assez réticents avec les informations qu'ils dévoilent parce qu'ils veulent pas nuire à l'enquête. Il y a Jonathan Daval qui est très très présent dans l'enquête et il demande aux policiers de dévoiler toutes les informations qu'ils ont parce que lui aussi là, il veut savoir où l'enquête s'en va, qui est le coupable. On se transporte un petit peu dans le temps. Là, on est rendu en janvier, 3 mois après la mort d'Alexia. Il y a Jonathan qui est placé en garde à vue. Et on en profite pour fouiller le domicile du couple. Il y a 2 éléments qui placent Jonathan au top dans la liste des suspects. En fait, il y a un des voisins qui a vu une voiture sortir du domicile de Jonathan et Alexia la nuit avant sa disparition. Et il était très très tard, là. Il était aux petites heures du matin et il y a une voiture qui est partie du domicile. Deuxième élément, c'est qu'on a retrouvé des traces de pneus près du corps d'Alexia et les traces de pneus correspondent à la voiture de Jonathan. Donc là, on est vraiment en business et ça m'impressionne. On dirait une émission là, de CSI, comment que les policiers ont fait du bon travail dans cette histoire-là. Mais Jonathan, lui, dit qu'il n'y a rien à voir avec le meurtre de sa femme. Sa version des faits ne change pas. Il dit que la soirée du 27 octobre, soit un vendredi soir, Alexia et lui ont passé la soirée chez ses beaux-parents, chez les parents d'Alexia. Ils ont mangé une raclette. Ils sont revenus chez eux le soir et le lendemain matin, Alexia est partie faire son jogging. Ça expliquerait la voiture qu'on a vue sortir du domicile tard le soir. Peut-être que le voisin s'est trompé et qu'il a vu en fait Alexia et Jonathan arriver. Et pour ce qui est de la trace de pneus près du corps d'Alexia, eh bien, Jonathan, ça doit pas être le seul à avoir ce modèle de voiture. Fait que c'est peut-être juste une coïncidence. Les policiers, eux, ils pensent à une autre version des faits. En fait, le couple essayait d'avoir un enfant depuis quelques mois et on pense qu'il y aurait eu une dispute conjugale entre Alexia et Jonathan et ça l'aurait mal tourné. Et on pense que Jonathan aurait tué Alexia le vendredi soir et en fait, le samedi matin, elle serait jamais allée courir parce qu'elle était déjà morte. Et en effet, il n'y a personne qui a vu la joggeuse. On a fait un appel à témoins. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vue
courir, ou c'est tout simplement Jonathan qui a tout inventé, parce qu'on ne sait pas, il n'y a personne qui l'a vu samedi matin. D'ailleurs, Jonathan, quand il n'était pas encore un suspect, quand il était seulement un témoin dans l'histoire, il avait dit qu'il s'était disputé la veille avec Alexia. Mais il a dit genre comme ça, ah, notre dernière conversation, c'était une dispute, c'est tellement triste. Mais les inspecteurs ont quand même pris ça en note. Et aussi, ils avaient remarqué que Jonathan avait des blessures aux mains. On pense que c'était des griffures, voire des morsures. Pour ce qui est des parents d'Alexia, eux, ils défendent leur gendre à 100%. Ils ne croient pas du tout qu'il y ait à voir avec le meurtre de leur fille. Je vais vous parler un peu de Jonathan Daval. Qui est-il? En fait, c'est un homme de 34 ans. Il a 4-5 ans de plus que sa femme. C'est un informaticien et il vient également de Gré-la-Ville. On dit de Jonathan que c'est un gars super timide, calme, renfermé, même qu'on a dit qu'il était plutôt effacé. Mais quand on le décrit, on dit qu'il est extrêmement gentil, mais genre vraiment gentil. Comme Alexia, il est très sportif, il a fait du football toute son adolescence et les deux aiment aller courir ensemble et faire de la randonnée. C'est un gars de famille, il a 4 frères et 2 sœurs et il est très dévoué pour les autres, il aime beaucoup rendre service. D'ailleurs, le matin de la disparition d'Alexia, il est allé rendre service à un de ses voisins. Je pense qu'il est allé chercher une imprimante et il souriait, il n'y avait pas de problème. Il a même fait une blague à son voisin en disant « Ah, vous me devez l'apéro ». Donc le voisin, il dit « Un gars qui aurait tué sa femme le matin même ou la veille, jamais il serait comme ça, aussi détendu en faisant des blagues ». Mais là, plus l'enquête avance, plus de preuves s'accumulent contre Jonathan. Vous vous rappelez le voisin qui a dit voir une voiture sortir de l'entrée de chez Alexia et Jonathan? Eh bien, grâce au GPS trouvé dans la voiture de Jonathan, on a pu confirmer que c'était lui qui conduisait cette voiture. En plus, quand on a retrouvé le corps calciné d'Alexia, il y avait comme un tissu qui recouvrait le corps et on a pu confirmer que c'était un des draps qui était dans la maison du couple. Et aussi, évidemment, on a retrouvé des traces d'ADN sur le corps d'Alexia. Par contre, c'est assez normal qu'il y ait des traces d'ADN de Jonathan sur le corps de sa femme, là, on s'entend. Mais là, le 31 janvier 2018, après 2 jours d'interrogation, Jonathan Daval avoue avoir tué sa femme par accident. C'est un immense choc pour tout le monde, pour tout le pays, mais surtout pour les parents d'Alexia qui ont toujours défendu Jonathan corps et âme. C'est comme un fils pour eux. Et là, tout ça a vraiment fait un gros scandale parce que l'avocat de Jonathan a dit « Oui, Jonathan a tué sa femme, mais c'était de la légitime défense. » En fait, on commence à parler d'Alexia comme une femme qui maltraitait son mari. Elle usait beaucoup de violence physique et psychologique contre Jonathan. Et Alexia, elle faisait des crises d'hystérie et Jonathan avait la difficulté à la contrôler. Et en essayant de se défendre, il l'aurait tuée par accident. À ce stade, on ne connaît pas la vérité, mais je veux juste dire ça existe des cas d'hommes battus. Faut pas rire de ça. Il y a des femmes battues, mais il y a des hommes battus également. Mais dans ce cas-ci, la vraie victime, c'est Alexia. Malgré que Jonathan soit maltraité par sa femme, eh bien, il y a d'autres moyens de stopper une dispute conjugale que de tuer la personne. Il y en a beaucoup qui ont blâmé l'avocat de Jonathan, de dire qu'on faisait du victim blaming, donc on blâme la victime qui peut pas se défendre parce qu'elle est morte. Fait que c'est vraiment toute une histoire, là. Mais là, on défend une chose, ce n'était pas du tout un meurtre prémédité, c'était plutôt impulsif de la part de Jonathan. Fait que là, tout le monde est vraiment bouleversé parce que Jonathan, c'était lui qui était le plus présent dans l'enquête et il pleurait toujours. À chaque fois qu'il passait à la TV, c'était les chaudes larmes et là, tu te rends compte que c'est lui le tueur. Wow! Les parents sont complètement outrés d'entendre Jonathan dire ça de leur fille parce qu'ils disent jamais on a vu Alexia et Jonathan se disputer, même que le couple avait vécu chez les parents d'Alexia pendant un petit bout de temps avant d'avoir leur maison. Et les parents disent on les a jamais vus se disputer, on n'a jamais entendu Alexia crier après Jonathan. Mais voilà, ça veut rien dire une personnalité écrasante. Ce sont des termes qui ne veulent absolument rien dire. Sur Alexia, ça ne veut rien dire du tout. Ils vous ont beaucoup blessé. Oui. Et surtout, si elle avait eu une personnalité si écrasante que ça, on aurait dû se rendre compte de quelque chose. On aurait dû voir Jonathan en détresse, j'ai envie de dire. Ça n'a jamais été. Vous ne parlez pas, il vous disait rien. Non, il était très discret, très effacé, on va dire. Mais on l'a toujours vu aux petits soins pour Alexia. Voilà, et il a toujours été très attentionné vis-à-vis d'elle. Et
à aucun moment on aurait pu imaginer qu'ils en soient à une telle situation dans leur vie de couple. Mais Jonathan, lui, il dit que Alexia, elle l'insultait, elle le rabaissait toujours, il se sentait faible avec elle. La plupart des proches d'Alexia disent c'est impossible, ok? C'est impossible qu'Alexia soit aussi violente psychologiquement. C'est sûr que dans ces histoires-là, souvent, ça se fait en privé, ça se fait pas avec des amis. Mais bon, et cette histoire-là, c'est pire qu'une série télé, ça, c'est vraiment fou. En juillet cette année, fait que ça fait pas longtemps, Jonathan Daval change complètement sa version des faits et il dit que finalement, c'est pas lui qui a tué Alexia, mais c'est son beau-frère, Grégory Gay. Grégory Gay, en fait, c'est le beau-frère d'Alexia, c'est le mari de la sœur d'Alexia qui s'appelle Stéphanie. Et Jonathan Daval dit que le vendredi soir, quand ils étaient chez les parents d'Alexia, Grégory a essayé de calmer Alexia qui était en crise d'hystérie et il l'aurait étranglée. Et là, écoutez bien ça, Jonathan dit que toute la famille est au courant en fait et que c'est genre un gros complot de la famille, des proches d'Alexia, donc soit les parents seraient impliqués dans l'histoire, la sœur, le beau-frère. C'est horrible surtout pour les parents qui sont en train de vivre le deuil de leur fille, mais là ils se font accuser de meurtre. Ça n'a pas de bon sens. Bien évidemment, Grégory nie toutes ces accusations contre lui et on n'a aucune preuve pour dire que Grégory aurait tué Alexia. Mais là, il y a l'avocat des parents d'Alexia qui donne une conférence de presse et il dit que selon lui, la manière dont Alexia a été tuée, qui était assez violente, premièrement, on pense que ça pourrait inclure 2 personnes, donc il y a 2 personnes qui auraient commis le meurtre. Et deuxièmement, la manière dont ça a été fait, c'était si violent qu'on pense que c'est quelqu'un qui avait de la rage, de la haine envers Alexia, du moins au moment où il l'a tuée. Donc on pense que Jonathan, oui, il est inclus dans cette histoire-là, mais peut-être qu'il aurait eu de l'aide. D'ailleurs, les parents d'Alexia, eux, ils disent qu'ils voient mal Jonathan tuer leur fille, la transporter et ensuite la brûler. Faut vraiment un tueur de sang-froid pour faire ça. Tu sais, Jonathan, oui, il a fait de la confession, il a dit avoir tué Alexia, il a changé sa version des faits, mais il a toujours nié l'avoir brûlée. Mais là, en septembre, en continuant à fouiller la maison, on a trouvé une bombe aérosol. En fait, c'est un spray, comme un spray net, là, t'sais. Et en fait, le capuchon avait été retrouvé près du corps d'Alexia et la bouteille qui match avec le capuchon était chez Jonathan. Donc, on pense qu'il aurait pu s'en servir pour brûler sa femme. Le mois passé, en novembre, là, 1 an après la mort d'Alexia, on a trouvé un document très troublant sur l'ordinateur de Jonathan. Sur un document Word, on peut lire tous les détails de la journée de la disparition d'Alexia. Il a écrit tout ce que fait cette journée-là. Genre, il a écrit qu'est-ce qu'il a mangé pour déjeuner, les vêtements que portait Alexia. Il a écrit qu'il a vidé le lave-vaisselle, il a bu un café. Ensuite, il dit « Monsieur Dupont m'a vu sur le rond-point ». Fait qu'il a comme tout écrit ces détails, j'ai l'impression, pour ne pas oublier ce qu'il a raconté aux policiers. Et en l'écrivant, ça lui fait une sorte d'alibi. Et là, on continue dans les folies. Il y a quelques semaines, ça fait vraiment pas longtemps, on a retrouvé dans le système d'Alexia du tramadol. J'ai dû lire c'était quoi. C'est comme de la codéine pour la douleur, mais on en a retrouvé une quantité assez importante. Donc, on pense que peut-être qu'Alexia se serait fait droguer avant de se faire tuer. Mais si Alexia s'est fait droguer, là, on parle d'une toute autre affaire, c'est une toute autre défense parce que si elle s'est fait droguer, on parle d'un meurtre prémédité et non un accident comme Jonathan Daval avait dit. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 12 décembre. Il y a quelques jours, il y a eu une confrontation entre Jonathan et sa famille. Cette confrontation a duré plus de 20 heures et Jonathan a finalement avoué avoir tué Alexia, donc il est revenu à sa première version et après avoir avoué, il a éclaté en sanglots, il s'est agenouillé devant la mère d'Alexia pour lui demander pardon. C'était une épreuve de rencontrer 1 an après de visu Jonathan. Je lui avais amené une photo d'Alexia et du chat Happy. Et c'est ce qui a permis de déclencher la vérité. En ayant bien insisté sur le fait qu'on l'a aimé pendant 10 ans, que c'était notre fils, qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour eux et qu'on l'a toujours aimé
et qu'il fallait qu'il se libère de ce carcan de déni dans lequel il était. Et en ce moment, c'est la version finale, c'est Jonathan qui le fait. Mais avec cette histoire, écoutez, je m'attends vraiment à avoir de nouveaux développements très vite. Là, j'ai filmé toutes mes vidéos en l'avance, donc c'est très possible qu'au moment où je la publie, qui va être dans quelques semaines, il y ait du nouveau dans l'affaire. Écoutez, allez voir dans la barre de description et je vais écrire le nouveau qu'il y a. S'il n'y en a pas, je vais écrire « Il n'y a pas de nouveau dans l'histoire » parce que là, je veux profiter de mes vacances, je ne vais pas refilmer un update tout de suite. Mais allez voir pour de vrai parce qu'il y a tellement toujours du nouveau dans l'enquête, c'est assez fou. Tout mon respect et mes pensées vont à la famille d'Alexia. J'espère vraiment que justice soit rendue et qu'on ait là, une bonne conclusion à cette affaire. Si vous avez aimé cette histoire, laissez-moi un gros thumbs up et inquiétez-vous pas, je vais faire un update quand il va y en avoir. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.